matinale de l'Union, à laquelle nous sommes heureux de vous retrouver et de vous voir toujours aussi fidèles. Aujourd'hui, nous accueillons, alors avant d'abord de vous parler de l'invité, vous rappeler qui nous sommes, mais la plupart d'entre vous nous connaissent, vous êtes des familiers à nos matinales, donc l'IEAM, nous sommes une association qui regroupe des experts, des médiateurs et des arbitres. Et nous sommes actifs sur le plan de la formation, sur le plan de la médiation et sur le plan de l'expertise, avec pour l'arbitrage un accord avec l'association. Hervé, il faut peut-être fermer tous les micros, sauf celui d'Emmanuel, de moi et de David pour la première étape, parce qu'il y a des gens derrière. Je m'en occupe. Je m'en occupe tout de suite. Merci. Les micros sont désactivés. Emmanuel, vous pouvez donc reprendre le micro. Je précise à l'ensemble de nos participants que la séance fait l'objet d'un enregistrement par l'IEAM pour visionnage ultérieur par les personnes qui le souhaitent, et on la retrouve sur notre site. Et donc, je reprends la présentation que je faisais. Donc, notre association est active en matière d'expertise, de médiation et d'arbitrage. Également en matière de formation pour les personnes qui sont intéressées. Nous avons un programme de formation. Marie-Josée Pirard-Lallemand, que vous avez aperçue, est la présidente de notre commission formation. Elle est très active pour le suivi de ces formations, le développement de nouveaux modules et l'organisation de cette activité. Donc, bienvenue à cette matinale. Vous êtes de profils différents, comme toujours. Et vous n'êtes pas tous membres de notre association. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous accueillons David Znati pour nous parler d'un thème, l'expertise en médiation. Qui est de mieux placé que David pour nous parler de l'expertise en médiation. Pourquoi? Eh bien, parce que David est expert et parce que David est médiateur. Je rappelle... Il ne faut pas partager l'écran. David ne souhaite pas qu'on partage l'écran. Il faut revenir à l'écran normal. Qu'est-ce qui a fait cette manipulation? Alors, excusez-moi, ce n'est pas moi qui partage l'écran. Alors, qui a fait un partage d'écran? Je vais désactiver. C'est gentil, merci. Merci, Mervé. Et David, il faut que tu remettes ton micro. Pas tout de suite. Enfin, oui, bien sûr, il va le remettre. Là, on essaie de... Il y a une personne qui a fait un partage d'écran. C'est Bertrand Miquel. Je n'arrive pas à trouver ce... Bertrand Miquel. D'accord. Bertrand Miquel, est-ce que vous pouvez supprimer le partage d'écran que vous venez de faire, s'il vous plaît? Vous nous entendez, Bertrand Miquel? Alors maintenant, on voit les... Voilà, j'ai réussi à désactiver. C'est bon. Formidable. Je reprends donc mon petit topo d'introduction de notre invité, David Znati. Bonjour tout le monde. Un tout petit mot, et je vais laisser la parole à David. D'abord sur sa carrière, David est un ancien élève du MIT, un prestigieux institut d'enseignement du Massachusetts en matière de nouvelles technologies. Il est aujourd'hui président d'honneur de l'association des anciens élèves de cet institut. David, tu as été président de la société Ingenico et tu as enseigné pendant 25 ans à l'École centrale Paris. Le volet expert reconnu en analyse numérique et informatique. Il y a de nombreuses expertises dans le domaine public que l'on peut consulter sur Internet, où l'on peut voir que tu as été missionné. Donc, tu es sur de nombreuses affaires, dont certaines affaires assez sensibles. Tu es expert agréé par la Cour de cassation, président d'honneur de la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation, et tu es expert auprès de la Cour pénale internationale. Et puis, tu es également médiateur, et c'est Esqualité également que tu es parmi nous ce matin, médiateur IEAM et président d'honneur de notre association, l'Institut d'expertise, d'arbitrage et de médiation. Je vais laisser la parole à Jocelyne Canetti, qui ensuite va laisser la parole à David Znati. Et je vous remercie tous de votre présence. Bonjour, merci à tous. On est 67.
Bah, je l'ai dit, comme d'habitude, vous connaissez bien nos matinales maintenant. On va demander à David de nous présenter le sujet de l'expertise en médiation ce matin. Et puis, vous poserez vos questions au fur et à mesure dans l'onglet Discuter. Et on les relaiera, soit directement, soit en les regroupant en deuxième partie de matinée. Mais vous pouvez, David, pardon, Jocelyne, vous pouvez donc les poser au fur et à mesure de l'exposé. N'attendez pas le temps des questions pour les mentionner dans l'onglet discussion. Pardon, Jocelyne. voilà, on vous présentera la prochaine matinale juste après. Et je vous propose d'écouter David, qui a plein de choses intéressantes à nous dire. Tout d'abord, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, tout va bien. Je remercie Emmanuel et Jocelyne et l'IEM de me donner la possibilité de parler de l'expert dans la médiation. Alors, je vais essayer de traiter un certain nombre de thèmes, qui est l'intérêt d'avoir un expert dans une médiation, pourquoi un expert judiciaire, le contexte dans lequel on peut nommer on aurait besoin d'un expert dans une médiation, la mission et quel expert. Voilà. Donc, tout d'abord, il y a un point qui est important, c'est l'intérêt de l'expertise technique dans une médiation. Alors, tout le monde sait que lorsqu'une expertise est bien nommée, est bien nommée, c'est-à-dire dans le choix, dans la mission et ainsi de suite, et lorsque l'expertise est pédagogique et qu'elle crée une confiance entre les défendeurs et les demandeurs d'une expertise, eh bien, ça atténue les problèmes relationnels qui sont parfois très tendus. Et on retrouve cette caractéristique dans la médiation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le médiateur, s'il n'est pas expert technique lui-même, et qui voit qu'il y a un problème technique, qui en plus qui est entouré d'un problème relationnel, eh bien, il devra ou il a intérêt à faire en sorte, même si on ne l'amène pas ou si on l'amène, à ce qu'il explique de façon pédagogique la causalité et les problèmes techniques rencontrés. Et si ce sont des problèmes que tout le monde rencontre, ça atténue beaucoup de problèmes et parfois les résout, en plus naturellement du rôle du médiateur, qui est lui aussi qui est un facilitateur s'il y a médiateur plus expert ou médiateur expert. L'intérêt d'une expertise technique aussi dans une médiation, tout le monde sait qu'une expertise technique classique, ça demande du temps, du travail et peut affecter l'activité de l'entreprise. Et très souvent, l'expertise technique peut amener les parties effectivement à aboutir à une solution, mais des fois, ça peut même révéler des choses qui font que le système, au lieu qu'il soit un système stable, qui va vers une convergence, il devient explosif. Donc, difficile pour les parties de se rapprocher. Enfin, ça aide aussi le médiateur dans son rôle de facilitateur. Là, je vais parler de mon domaine à moi, qui est le domaine du numérique et du digital, tout à l'heure, mais ça permet certainement, en tout cas, de faire en sorte d'atténuer et d'expliquer correctement les problèmes sans, naturellement, jeter une responsabilité sur l'un ou sur l'autre. Parfois, l'inconvénient d'amener une expertise technique, c'est le seul que je vois, c'est que très souvent, il y a une confidentialité des techniques et des confidentialités des méthodes qui fait que, alors que dans une expertise, on peut faire appel à des experts judiciaires qui sont automatiquement engagés dans la confidentialité, qui peuvent être des deux côtés. Dans une médiation, ça peut être difficile de le faire. D'accord? Parce qu'il faudrait qu'il y ait des deux côtés, même si la médiation est confidentielle, le fait de discloser des procédés ou des méthodes pour expliquer ce qui s'est passé peut gêner les parties dans leur tentative de rapprochement s'ils ont décidé de venir dans une médiation avec une bonne volonté.
Alors, le problème technique dans une médiation, c'est qu'il bloque la médiation. Souvent, la personne qui arrive, et c'est ce que j'ai observé dans mes médiations en tant qu'expert, c'est que quand une personne arrive, il y a toujours une société qui accuse l'autre d'avoir mené à l'échec tel ou tel problème ou de ne pas avoir trouvé une solution ou que c'était trop cher ou que les délais, et ainsi de suite. Et souvent, dans la médiation, on amène dans la médiation non pas les décideurs qui peuvent faire table rase des problèmes et trouver une solution, mais ils amènent aussi des personnes qui ont été impliquées sur le plan technique. Et là, il y a une peur de reconnaître son incompétence, peur d'avoir commis une faute et ainsi de suite. Donc, l'intérêt de l'expert dans cette affaire, et un expert qui est rompu aussi à la médiation, c'est de ne pas avoir une attitude de reproche et une attitude d'aller. Il faut qu'il explique les choses comme s'il essayait de trouver des circonstances atténuantes à tout ce qui s'est passé. Ce qui est différent complètement de l'expertise technique. Quand je dis circonstances atténuantes, par exemple, le problème que vous rencontrez, c'est qu'il n'y a pas que vous, tout le monde l'a eu dans tel et tel domaine, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est un point pour ne pas bloquer le processus de médiation. Alors, venons-en à ma spécialité. Dans le cadre des projets informatiques ou des contextes de difficultés techniques, naturellement, je ne parle que du commercial et du civil, je ne parle pas du pénal, les causes sont multiples et systémiques. Donc, l'expert doit avoir une compétence énorme pour concentrer, parce que la médiation, comme vous le savez, est un délai extrêmement court et limité dans le temps, alors qu'une expertise peut durer par différents phénomènes qui peuvent être liés à l'affaire, aux avocats, aux parties, et ainsi de suite. Donc, l'expert doit être capable de diagnostiquer très rapidement la problématique, de lire des points techniques rapidement et savoir se comporter par rapport à ça pour qu'il ait une attitude extrêmement facilitatrice pour le projet. Il faut qu'il détermine les causes et en déterminant les causes, il doit rester le plus diplomate possible pour faciliter la médiation. Alors, c'est difficile tout ça, mais comme on le verra, vous le savez tous, un médiateur, c'est du doigté, d'accord? On va capter telle ou telle information ou tel et tel contexte qui va permettre aux parties peut-être de se rapprocher et d'être un facilitateur. Donc, sur le plan technique, il doit éclairer et expliquer. Voilà les mots forts en médiation. On a eu des cas de formation sur des piscines, sur des problèmes de malfaçon, des problèmes relationnels, des problèmes en informatique, la plupart des fois, on dit que c'est les maladies des systèmes d'information. Ainsi, un système peut ne pas marcher parce qu'il y avait des problèmes de contrat, des problèmes de délai, des problèmes d'avoir été over-promising. On a promis des choses qu'on ne tenait pas dans les délais, et ainsi de suite. On retrouve un certain nombre de causes qui font qu'il faut expliquer tout cela aux parties et principalement aux dirigeants qui, le plus souvent, eux ne vont pas aller rentrer dans des problèmes, veulent sortir de la procédure classique, d'accord, et vont tenter de trouver une solution. Voilà. Alors, quand on a… pourquoi d'abord la médiation est intéressante, et je crois que maintenant que c'est quelque chose, c'est un passage obligé avant d'aller dans une procédure judiciaire. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que quand il n'y a pas d'expertise technique dans une médiation, ça peut ne pas être nécessaire, mais quand il n'y a pas, vous allez en expertise. Et si vous allez en expertise, l'expert, naturellement, qui a été en médiation ne peut pas être l'expert nommé par les tribunaux. Et parfois, la médiation aide à aller dans l'expertise technique dans un sens ou dans un autre. Voilà. Et l'expertise
Donc, c'est une deuxième possibilité. Après l'expertise, on observe qu'après des rapports d'expertise, il y a des conciliations des parties où on va au judiciaire. Alors. Attends, tu disais que l'expert nommé en médiation ne peut pas être un expert judiciaire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà, il connaît des choses. Moi, personnellement, c'est gênant. D'abord parce qu'il alors, il y a un problème qui le paye, c'est une chose. Et de deux, c'est qu'il a déjà donné un avis sur un certain nombre de documents qu'on lui a communiqués. Il n'est pas obligé, on n'est pas obligé de tout lui communiquer, alors qu'en expertise, on peut sortir d'autres documents qu'il n'a pas eu et il se met en porte-à-faux par rapport peut-être à ce qu'il a dit et ainsi de suite. Voilà. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose qu'un expert qui est intervenu en médiation puisse intervenir dans le cadre judiciaire. Voilà. D'accord. Ou dans l'autre sens. Oui, voilà. Il peut y avoir des éléments qui le gênent, oui. Oui, au tribunal administratif, quand un expert est nommé expert, il est écrit clairement maintenant dans l'ordonnance qu'il peut, s'il le veut, si les parties en sont d'accord, poursuivre en médiation son expertise. Alors, pourquoi est-ce que ça existe là et que ça n'existe pas ailleurs? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis là. C'est l'expert médiateur là dont vous parlez. Là, c'est intéressant. Là, je parle de l'expert, tout simplement. De l'expert nommé. Tout expert nommé maintenant par le tribunal administratif a dans sa mission la possibilité de la faire évoluer en médiation. C'est encore autre chose. Est-ce qu'on peut garder la question? Merci, oui, monsieur. On garde la question, on y revient tout à l'heure, si vous voulez bien. Bon. Alors, donc, une fois que l'idée a été de rentrer dans un processus d'explication technique par un expert, et si possible, je recommande que ce soit un expert judiciaire, parce qu'il est rompu à un certain nombre de méthodes de confidentialité et, qu'on le veuille ou non, il a un credential, s'il est expert judiciaire, c'est qu'il a une forme de compétence. Donc, on ne peut pas dire autre chose. Alors, tout d'abord, il doit discloser qu'il est indépendant par rapport aux parties exactement comme dans une expertise technique. Il doit dire s'il connaît les parties, s'il a travaillé pour l'une des parties, s'il a travaillé pour un avocat qui est dans la partie, et ainsi de suite. Ça, c'est un élément fondamental sur d'éthique et de comportement d'un expert. Donc, il faut qu'il soit indépendant. L'expertise doit être aussi contradictoire. Il peut, d'ailleurs, s'il prend les documents et il revient et dit voilà, c'est la pire des choses, la médiation peut capoter. Il faut qu'elle soit contradictoire. Parce que l'intérêt du contradictoire dans la médiation, c'est que c'est dans ces étapes-là qu'on va commencer à démontrer la possibilité d'un rapprochement pour le médiateur comme pour les parties. C'est pendant ces réunions qu'on va expliquer et être pédagogique à l'égard des parties. Et il faut que ça soit contradictoire. Contrairement, il peut y avoir des réunions séparées, puisque la médiation n'a pas beaucoup de règles, mais c'est toujours tendancieux de voir un expert, alors qu'un médiateur, c'est différent. Un expert, aller voir une partie seule et revenir. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'essayer de trouver les causalités et expliquer aux parties ce qui s'est passé. Naturellement, elle doit être très limitée dans le temps. Comme vous le savez, une médiation ne peut pas durer plus de 3 mois, 4 mois maximum. Et ensuite, il faut rédiger une mission. La mission doit être acceptée par les parties. Elle peut être rédigée d'un commun accord, mais elle doit être acceptée par les parties. L'intérêt aussi d'être dans une médiation, c'est que les parties peuvent demander la suspension ou l'arrêt de l'expertise à tout moment. Voilà. Alors, quelles sont les causes pour lesquelles des parties peuvent arrêter? Ça peut être que les parties ne veulent pas s'arranger, ça peut être que l'expert n'est pas bon, ça peut être des tas de choses, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette possibilité d'arrêter l'expertise à tout moment.
On peut effectivement, dans certains cas d'expertise extrêmement complexes et difficiles, de demander une prolongation qui devra faire l'objet d'une nouvelle demande. Alors, on ne peut pas, comme dans une expertise, il y a plusieurs parties qui peuvent demander du délai, notamment les avocats, les changements d'avocats. Dans la médiation, l'expert, parfois, peut avoir besoin de plus de temps ou pour que les parties puissent produire des documents qu'il peut demander. Alors, très important, dans l'avis que va donner l'expert, il ne peut pas dire, d'abord, il doit rester factuel. Et il ne peut pas accuser l'une ou l'autre des parties d'avoir fait ça, ça et ça, c'est pour ça que vous êtes dans cette situation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il doit donner les références bibliographiques de la profession. Il ne peut pas dire, voilà, je pense que c'est ça qui ne va pas. Non, c'est ça qui ne va pas. Et je peux vous démontrer que dans la bibliographie, on retrouve ce genre de choses et il donne les références bibliographiques. D'ailleurs, dans la médiation comme dans l'expertise judiciaire, c'est les mêmes pratiques, c'est les critères d'Aubert, c'est-à-dire qu'un expert ne peut pas avoir raison parce qu'il est l'expert. Il a raison parce que voilà comment ses pairs ont traité tel ou tel problème. La documentation bibliographique est très importante. L'expert doit respecter la confidentialité liée à la médiation. Très important. D'ailleurs, un expert peut ne pas avoir 100% des compétences, il peut lui manquer 10, 20, 30%. Dans une expertise, il va prendre un sapiteur. Dans une médiation, s'il le fait, il doit le discloser à cause de la confidentialité. Pour ça, ce sont des éléments importants en matière d'expertise. Donc, je rappelle ces règles. Ensuite, sur le profil de l'expert, est-ce qu'il faut avoir un profil uniquement médiateur plus un expert judiciaire ou un médiateur expert? Je vous rappelle que l'IEM, l'intérêt de l'IEM par rapport aux autres associations, c'est que de tout temps, nous avons eu un mélange d'experts et de médiateurs, avocats ou autres. D'accord? Et ce mélange est un bon mélange pour traiter aujourd'hui les problèmes que nous voyons dans la médiation. Alors, c'est un grand sujet et un grand dilemme de dire, voilà, il y a quelqu'un qui vient et dit, j'ai un problème, je veux un médiateur et j'ai un problème informatique. Alors, quand le problème qui se pose, un problème de coût et de délai, et on demande au médiateur de ne pas, et le problème il est que là, et on ne veut pas connaître les causes techniques, donc il y a deux paramètres à discuter dans la médiation. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir un expert judiciaire. Par contre, si il y a un problème technique et que ce problème technique est la causalité des dommages invoqués par l'une ou l'autre des parties, il faut déterminer si la causalité qui a été prise en compte par l'une des parties ou l'autre est réelle ou pas, et son niveau et son degré de véracité. Et là, il faut un expert. Donc là, il va y avoir un débat technique serein et des échanges techniques constructifs afin de faire prendre conscience aux parties de leur rôle et responsabilités techniques par rapport aux documents agréés par les deux parties. C'est fondamental. L'expert, pour rester neutre et pour montrer et pour aider le médiateur ou lui-même, s'il est médiateur expert, il doit faire référence à des documents des parties et non pas créer des griefs que les parties n'ont pas générés. Il doit surtout ne pas revenir vers le médiateur ou lui-même et mettre les parties dans une situation de blocage.
dans une expertise technique, un expert ne peut pas toujours répondre à la mission parce que les problèmes qui se posent ne lui permettent pas. Donc, il peut déposer un rapport en disant « je ne peux pas traiter la mission pour telle ou telle ou telle cause ». Dans une médiation, c'est reconnaître que l'expertise technique ne permet pas d'aller vers un rapprochement. Donc, il va, dans les formations qui sont données pour les médiateurs, c'est surtout ce point-là qu'il faut éviter, d'aller dans un effet d'impasse. Sinon, la médiation échoue. Donc, ce syndrome s'applique aussi à l'expert. Alors, le recours à un expert dans une médiation, c'est parce que c'est le côté technique qui a fait que les parties sont dans une situation de dispute. Et le médiateur, s'il n'est pas expert dans le domaine qui est posé, doit tout de suite voir si la résolution ou d'amener les parties à un rapprochement passe par une résolution, une explication des problèmes techniques, ou c'est simplement un problème de coût et de délai. Et là, dans ce cas-là, on retombe dans la médiation classique. Donc, c'est au médiateur d'apprécier, d'amener les parties à dire, écoutez, vous avez un problème, ce problème est technique, prenons l'avis d'un expert qui va être neutre, d'accord, qui va nous expliquer les origines et des dysfonctionnements avec une neutralité totale. Alors, la mission est une mission importante. La mission de l'expert doit être fermée. Il n'y a pas de question ouverte. C'est un peu comme la conciliation qui est demandée par, ou une consultation demandée par un tribunal où le tribunal pose 2 ou 3 questions précises. Si dans la mission, il y a une question ouverte, ça ne fait pas partie de la médiation. Et l'intérêt dans la mission, qui sont précises et fermées, c'est que l'expert lui-même ne peut pas s'étendre, les parties non plus. Et l'avantage de rechercher avec les parties des questions fermées, c'est déjà une façon de traiter le problème. Bien, très bien. Alors, en synthèse, vous voyez bien qu'à un moment donné, il faut bien qu'un expert agisse. Et je ne m'étendrai pas, parce qu'il y aura beaucoup de discussions et de questions, j'en suis sûr. Est-ce qu'un médiateur doit être expert ou pas expert? Voilà. Voilà, je vous remercie. Merci David, c'est extrêmement clair et extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de questions posées au fil de ton exposé. Je vais passer la parole à Monsieur Vic.